Alors bonjour, je me présente, je suis Yassine, je suis étudiant en 5e année médecine à Poitiers. Donc aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu du déroulement de l'externat en France, les supports qu'il faut utiliser, comment s'entraîner, les plateformes utiles pour s'entraîner. Je vais aborder rapidement quelques notions sur l'internat et puis je vais vous parler sur finalement l'étape qui suit l'internat, il y a quoi comme issue. Voilà, on va parler rapidement du libéral, voilà. Donc, une fois en France, vous allez remarquer que finalement, on n'utilise pas les nominations standards pour désigner les années. C'est-à-dire, on ne va pas dire première année, deuxième année, on va plutôt parler de P1, P2, D1, D2. Donc, vous l'aviez compris, la première année, c'est la P1, deuxième P2, troisième, c'est la D1. La majorité d'entre vous seront admis en quatrième année, c'est-à-dire la D2. Et puis, moi, je suis en cinquième année, c'est-à-dire en D3. Et puis, la dernière année de l'externat, c'est la sixième année, la D4. Voilà. Donc il faut juste savoir qu'en France, il y a trois cycles. Voilà. En médecine, il y a trois cycles. Donc le premier cycle, qui est le cycle préclinique, c'est-à-dire la deuxième et la troisième année, sachant que la première année, c'est un tronc commun, à la fin de laquelle on aura un examen, un concours, et selon le classement, on va avoir soit accès à la médecine, à la pharmacie, ou bien à d'autres branches de la santé. Donc une fois on a eu la première année avec un bon classement et qu'on a eu accès à la médecine, donc c'est là que ce cycle préclinique va commencer, c'est-à-dire à la deuxième et la troisième année. Donc ça c'est le cycle préclinique. C'est un cycle dans lequel on va aborder les modules élémentaires, l'anatomie, la sémiologie, la physiologie, la physiopathie. De toute façon ils suivent le même système en France que celui en Algérie, c'est-à-dire un système unitaire mais qui est juste un petit peu différent. Je vous donne un exemple, par exemple en deuxième année médecine en France, concernant l'appareil par exemple cardio-respiratoire. Donc on va pas seulement se contenter de faire l'anatomie, la physiologie, donc la biophysique et l'histologie, on va faire également la physiopathie, la sémiologie, voilà, la biochimie, c'est-à-dire on fait des unités vraiment complètes. Mais cela veut dire que finalement, euh, on va pas pouvoir faire tous les modules, enfin tous les appareils en deuxième année, donc c'est réparti de manière égale entre la deuxième année et la troisième année. Alors que nous, en Algérie, on fait tous les appareils pendant la deuxième année, mais en traitant que certains modules, c'est-à-dire l'anatomie, je pense, euh, l'anatomie, la physiologie, l'histologie, la biochimie et biophysique. Alors qu'en troisième année, on passe à la sémiologie, la physiopathie, donc idem à la biochimie et la biophysique. Voilà, donc vous l'aviez compris, donc en France, voilà, c'est juste une différence de répartition. Il n'y a pas de grand changement. Et puis vous allez me dire, Yacine, et la parasito, la microbiologie, est-ce qu'on fait ça en France? En fait, euh, il y a certains modules qui ne sont pas donc enseignés à l'université, à l'instar de la parasitologie, c'est-à-dire c'est des modules que chacun d'entre nous doit donc réviser tout seul. Voilà, donc il y a quelques petites différences. La génétique, oui, on fait quelques cours de génétique, mais pas toute la génétique, hein. Euh, donc voilà, de toute façon, je vais reparler de ça lorsque je vais aborder le programme d'études et tout. En tout cas, c'est ça le cycle préclinique. Donc ça se termine en troisième année et cela est sanctionné par l'obtention du DFGSM, le diplôme de formation générale en sciences médicales, qui est l'équivalent d'une licence. Voilà. Euh, on passe au deuxième cycle, qui est le cycle clinique ou bien l'externat. En Algérie, l'externat, c'est à partir de la deuxième année jusqu'à la sixième année, alors que en France, c'est à partir de la quatrième année, donc cinquième jusqu'à la sixième année. Voilà, vous l'avez compris, c'est le cycle clinique, le cycle dans lequel on va faire donc différents modules, la cardio, la pneumo, et dans lesquels on aborde les différentes pathologies qui vont nous servir donc au futur dans notre pratique quotidienne. Voilà. Euh, Quelques petites informations par rapport à l'externat. Donc, finalement, on fait tous les modules pendant la quatrième et la cinquième année, c'est-à-dire la sixième année, c'est une année creuse. Je vais reparler de ça. Et à la fin de la sixième année, on aura donc le DFASM, le diplôme de formation approfondie en sciences médicales, qui est l'équivalent d'un master 1. Voilà, c'est tout ce qu'il faut connaître donc, euh, donc, euh, concernant l'externat pour l'instant. De toute façon, je vais tout détailler. Et puis, une fois on finit l'externat, il y a le troisième cycle qui est le cycle de spécialisation, qui est l'internat, que je vais aborder après.
Alors, avant d'entamer quoi que ce soit, j'aimerais bien vous parler de quelques notions générales. Je vais commencer pardon, un instant, hop, tac, tac, tac. Voilà. Donc, je vais commencer par les cours. Alors, les cours. Donc, là, je vais parler de l'externe, c'est-à-dire je vais pas parler du cycle préclinique parce que la majorité d'entre vous seront admis en externat en quatrième année. C'est là qu'il y a plus de spécificité. Le préclinique, c'est vraiment très simple. C'est comme en Algérie, le système d'examination est presque similaire, donc il n'y a rien à dire en fait. Voilà. Alors, vous êtes externe, vous êtes en quatrième année, il y a de la théorie, il y a de la pratique. La théorie, c'est-à-dire des cours magistraux, c'est-à-dire des cours qui se font à l'amphi, dont la présence n'est pas obligatoire. Vous pourriez assister donc en présentiel ou bien en ligne, en direct. Il y a aussi, on enregistre aussi les séances. C'est-à-dire si vous êtes absent, que vous vouliez visualiser la séance, il n'y a aucun souci. De toute façon, on va enregistrer la séance et vous allez pouvoir la regarder à tête froide donc ultérieurement. Voilà. Mais la chose la plus importante dont j'aimerais bien parler, c'est les rangs. Donc, vous allez remarquer en ouvrant les collèges, il y a des connaissances de rang A, des connaissances de rang B et des connaissances de rang C. Donc, pour comprendre rapidement, je vais vous donner un exemple. Ça, c'est le collège de dermatologie. Donc là, vous remarquez, il y a une écriture en noir. Donc, tout ce qui est écrit en noir, c'est les connaissances du rang A. Tout ce qui est écrit en bleu, c'est les connaissances du rang B. D'ailleurs, là, on a mis un petit B pour dire que c'est des connaissances de rang B. Et puis, finalement, il y a les connaissances du rang C. Maintenant, vous allez me dire, c'est quoi ces connaissances rang A, rang B, rang C? C'est tout simple. Donc, les connaissances du rang A, c'est les connaissances que tout médecin doit connaître. C'est l'essentiel de l'essentiel. Et puis, il y a les connaissances du rang B, c'est les connaissances que tout interne de première année doit connaître. Et enfin, les connaissances du rang C, c'est les connaissances qui sont très très spécialisées et on n'est pas concerné par ces connaissances. Finalement, euh, au cours magistraux, on va seulement enseigner les rangs A et les rangs B et c'est ce qui tombe aux examens et aux EDM. Voilà. Une petite remarque, bien sûr, en Algérie, le cycle de spécialisation, on l'appelle le résidanat, c'est-à-dire quelqu'un qui se spécialise, on l'appelle résident, alors qu'en France, je l'ai déjà expliqué, en fait, il n'y a pas d'année d'internat, c'est-à-dire on passe de l'externat directement à la spécialisation, et c'est la spécialisation, le cycle de spécialisation qu'on appelle l'internat. Donc il n'y a pas de résidanat. Voilà, ça c'est un petit détail. Donc voilà, par rapport au cours, donc il y a différents types de connaissances. Il faut aussi savoir autre chose. En fait, pendant l'externat, on ne va pas aborder tous les modules en fait. Il y a des modules que c'est à nous de faire tout seul. Par exemple, la médecine légale et la médecine de travail, la santé publique, la parasitologie. Enfin, même si elles sont abordées par quelques facultés, euh, c'est soit abordé brièvement, soit ce n'est pas du tout donc abordé. Donc vraiment, c'est des modules à bosser tout seul. Donc là, il y a une petite liste, hein. Je vais vous montrer rapidement. Mhm. Hop, 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 tac, 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 tac. Voilà, donc il y a des collèges qui ne sont pas vus, ou bien vus juste en partie pendant les cours, donc tout ce qui est activité physique et sportive, l'anesthésie réa, l'anapath, la cancéro, tout ce qui est maxillofacial, tout ce qui est douleur palliative, l'imagerie médicale, l'anapath, enfin l'immunopathologie plutôt, la médecine légale de travail, la médecine vasculaire, la nutrition, la parasito et la santé publique. Vous allez me dire, Yacine, est-ce que ça tombe aux ODN? Plus ou moins, il y a des modules qui tombent plus que les autres, notamment la santé publique, ça tombe beaucoup, la médecine légale, la médecine de travail. Voilà, c'est essentiellement les modules, les soins palliatifs, ça tombe beaucoup. L'anesthésia, par contre, les autres modules comme l'anapath, enfin, l'anapath, l'immunopathologie, la nutrition, la parasito, ça tombe mais très très rarement. De toute façon, je vais vous donner des tips pour mieux cibler vos révisions. Donc vous l'aviez compris, donc pendant l'externat, c'est-à-dire les 2 ans de l'externat, la quatrième et la cinquième année, on n'aborde pas tous les modules. Il y a des modules qu'on doit faire tout seul. Il faut que vous sachiez autre chose, c'est que
pas toutes les facultés abordent les modules dans le même ordre. Par exemple, moi, à Poitiers, par exemple, je n'ai pas fait d'infectiologie, alors que mon ami qui est à Tours, en quatrième année, lui, il a fait l'infectiologie. Voilà, alors que moi, c'est un module que je suis censé faire en cinquième année. Donc, il y a quelques différences, c'est pas méchant. Voilà. Et puis, il y a quelques petites subtilités dans le sens où il y a des modules qui sont faits par des facultés quand même, et d'autres les font pas. Un petit exemple, par exemple, nous à Poitiers, on n'a pas fait la gériatrie, alors que d'autres facultés font la gériatrie comme module. Euh, voilà, il y a d'autres facultés qui font quand même les soins palliatifs, alors que nous à Poitiers, on fait pas les soins palliatifs. Donc voilà, il y a quelques petites subtilités. Il y a des facultés qui font l'orthopédie en troisième année, c'est-à-dire avant l'externat. Voilà. Donc il ne faut pas être étonné si on trouve qu'il y a quelques petites différences, c'est normal, il y a toujours des petites différences. Voilà, c'est juste une petite remarque. Et puis, euh, et puis, euh, voilà, je pense que c'est tout ce qu'il y a à dire par rapport à la théorie. Euh, voilà. On passe au stage. Donc il faut savoir que donc, pendant le préclinique, il n'y a pas de stage. Mais pendant le cycle clinique, l'externat, c'est quoi la spécificité? C'est que voilà, on a le premier contact avec le patient. Oui, on fait quelques stages en troisième année, en fin de troisième année, des stages de sémiologie. Mais bon, c'est pas de la vraie pratique. On n'est pas vraiment impliqué dans la prise en charge, mais c'est vraiment à partir de la quatrième année qu'on commence à être impliqué dans la prise en charge des patients. Donc c'est vraiment les premiers vrais contacts avec le patient. Donc, je commence. Donc, les stages, donc il y a des stages en quatrième année, ou bien en D2 pour simplifier, des stages en D3, c'est-à-dire en cinquième année, il y a des stages en D4, c'est-à-dire pendant les 3 ans, il y a toujours des stages. En deuxième année, enfin en quatrième année, il y a 4 périodes de stage. En cinquième année, il y a 4 périodes de stage, et en sixième année, idem, il y a 4 périodes de stage, mais avec quelques différences. Alors, euh, pour faire rapidement, donc en quatrième année, on a 4 périodes de stage. Chaque période de stage dure 6 semaines. Ok, 6 semaines en théorie, mais en pratique, une période de stage c'est 12 semaines. Je vais vous expliquer pourquoi. Voilà, donc chaque période donc, dure 6 semaines, sauf la dernière période, c'est-à-dire le stage de l'été, donc ça dure 8 semaines. Ok, on passe à la cinquième année. La même chose, une période c'est 6 semaines, sauf la dernière période c'est 3 semaines. Ce qui va donner le temps de réviser pour les EDM, que je vais expliquer après. Et en sixième année, donc on a idem, 4 périodes de stage, donc 3 périodes de stage de 6 semaines, voilà, de 6 semaines, et une période de 7 semaines. Voilà, c'est tout simplement ça. Euh, donc maintenant, il faut déjà comprendre c'est quoi une période de stage. C'est quoi une période de stage? Une période de stage, tout simplement, c'est un stage qu'on fait dans une spécialité précise. Par exemple, je fais mon stage euh, en cardiologie. Ça, c'est une période de stage. Je fais mon stage en cardiologie, tout simplement, pendant 6 semaines. C'est aussi simple que ça. Voilà. Sauf que, je reviendrai sur la quatrième année. Donc, la dernière période de stage, en fait, c'est divisé en 3 plus 5. Ok, je recommence des début. Donc j'avais dit qu'une période de stage dure 6 semaines. Mais ça c'est en théorie, mais en pratique c'est 12 semaines. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va pas faire les 6 semaines de stage d'un seul coup, mais on va les faire en alternance avec les cours. C'est-à-dire vous allez faire 3 semaines de cours et puis 3 semaines de stage. 3 semaines de cours et puis 3 semaines de stage. Donc 3 semaines de stage, 3 semaines de stage, ça va faire 6 semaines.
Mais au final, on a fait 12 semaines pour terminer donc un stage. C'est pour ça que j'ai dit en pratique c'est 12 semaines en fait. Ok, donc là je parle un petit peu de durée, voilà, je vais aller progressivement dans les détails. Donc je résume. Donc les stages, donc on a des stages en quatrième année, en cinquième année, en sixième année. Généralement chaque année on a quatre périodes de stage. Chaque période de stage dure en général 6 semaines, sauf que il y a quelques spécificités en quatrième, en cinquième et en sixième année. Donc, quel type de spécificité je vais l'aborder maintenant. Euh, donc, euh, pendant le dernier stage de la quatrième année, on va faire du 3 plus 5. C'est-à-dire, on va faire 3 semaines de stage en une spécialité donnée, par exemple la cardio, on va faire 3 semaines de cardio, et puis 5 semaines dans une autre spécialité, par exemple l'oncologie. Voilà. C'est-à-dire, au final, en quatrième année, on va faire des stages en 5 spécialités différentes. Parce qu'on ne va pas pouvoir refaire le même stage pendant la même année. Ok. Et puis en cinquième année, donc vous l'avez remarqué, donc il y a effectivement 4 périodes de stage, mais le dernier stage ne dure que 3 semaines, c'est-à-dire au final on va faire que 4 spécialités. Ok. Et en sixième année, on va faire 4 stages dans 4 spécialités différentes. Maintenant, vous allez me dire, Yacine, est-ce que on pourrait faire le même stage pendant la même année? C'est-à-dire, je fais l'anapath la première période et je le refais la dernière période. Non, vous n'allez pas pouvoir faire ça pendant la même année. Par contre, vous allez pouvoir le rechoisir l'année d'après. Par exemple, si j'ai fait un appât en quatrième année, je vais pouvoir repasser en cinquième année si je le souhaite. Voilà. Mais pas plus de 2 fois. Mais bon, voilà, des fois on respecte pas vraiment la loi. Il y a ceux qui font le stage, qui refont le stage 3 fois. Voilà, vous allez me dire pourquoi refaire le stage 3 fois. Par exemple, supposons qu'il s'agit d'un stage planque, un stage où la présence n'est pas obligatoire. Du coup, pour réviser, pour se reposer, pour reprendre son souffle, c'est vraiment l'idéal. Voilà. Ça, c'est parmi les raisons qui font qu'on refait le stage 3 fois, voilà, chaque année. Voilà. Donc ça, c'est par rapport à la chronologie, 4 périodes de stage, quelques spécificités. On va pas pouvoir refaire le même stage pendant une seule année, 2 fois. Et comment sont organisés les stages? Il s'agit d'une alternance théorie et pratique, 3 semaines de cours, 3 semaines de stage. Cependant, il y a des facultés qui gardent encore l'ancien programme, c'est-à-dire ils font les stages la matinée et les cours l'après-midi. Mais maintenant, ce n'est pas le cas de toutes les facultés. C'est vraiment devenu rare comme système. Voilà. Maintenant, je parlerai un petit peu des choix de stage. Donc, en fait, chaque faculté fait un petit peu à sa sauce. En fait, chaque faculté propose un algorithme différent. Il y a des facultés qui font le choix de tous les stages dès le début de l'année. Euh, voilà, c'est des algorithmes qui vont voir un petit peu tes préférences. Il y a du matching. Voilà, c'est vraiment compliqué. Il y a ceux qui font des classements de manière aléatoire. Il y a ceux qui se basent sur l'ordre alphabétique. Genre, c'est vraiment variable. Voilà. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ça reste équitable. Ce n'est pas basé sur la note. C'est pas parce que vous avez eu une bonne note au premier semestre que vous allez avoir priorité pour choisir pendant le deuxième semestre. Non, c'est-à-dire si vous avez eu donc un bon choix, enfin si vous avez eu la priorité pour choisir la première période, vous allez avoir moins de priorité pendant la deuxième période et encore moins pendant la troisième et la quatrième, vous serez au bas du classement. En fait, ça se passe comme ça. C'est équitable, ça n'a rien à voir avec la note, ça a beaucoup plus rapport avec des algorithmes que chaque faculté propose. Voilà. Ça, c'est par rapport au choix du stage. Comme j'ai déjà dit, il y a des facultés qui font le choix des stages de tous les modules, enfin de toutes les périodes dès le début de l'année. Il y a ceux qui le font au fur et à mesure des périodes. Donc ça diffère d'une faculté à une autre. Euh, donc voilà, par rapport au choix de stage aussi, en fait, il faut savoir que c'est pas des stages qui sont synchrones avec la théorie, c'est-à-dire, ça veut dire pas que
tu es en train de faire la cardiologie en théorie que en pratique tu dois faire un stage de cardiologie. Ben non, ça n'a rien à voir. Tu pourrais tout à fait donc réviser, enfin faire en théorie la cardio, la pneumo, l'infectiologie, alors qu'en stage tu es en train de faire euh, euh, enfin une spécialité qui est censée être faite en cinquième année, par exemple la gynécologie. Voilà. Donc c'est vraiment, c'est très aléatoire, c'est asynchrone. Et tu peux même choisir un stage, une spécialité qui n'est même pas enseignée et qui rentre même pas aux EDN. Je vous donne un exemple, par exemple la virologie. En fait, vous allez pouvoir faire un stage en virologie, en génétique, en radiothérapie, alors que ça ne tombe pas forcément aux EDN. Ce n'est pas du tout enseigné à la fac. Voilà. C'est-à-dire, c'est vraiment, c'est des stages à la carte. Vous choisissez selon ce que vous voulez faire, ce qui vous intéresse, vos objectifs. Vous voulez être impliqué dans le stage, vous voulez plutôt un petit peu vous planquer, vous reposer pour pouvoir, ou bien avoir plus de temps pour réviser. Voilà, vous l'aviez compris. Alors, je résume rapidement. On a parlé de stage, 4 périodes de stage chaque année, quelques spécificités. On alterne 3 semaines de cours, 3 semaines de stage. Euh, Par rapport à la priorité de choix, donc on avait dit que c'est dépendant de l'algorithme de la fac, et on a dit aussi que c'est équitable et que les spécialités qu'on choisit pendant les stages n'ont rien à voir avec la théorie qu'on fait à la fac, c'est-à-dire c'est des stages asynchrones. Euh, Maintenant, je vais parler rapidement de la charge de travail. Donc, en fait, il y a quatre types de stages. Il y a des stages qui sont carrément plans, c'est-à-dire pas obligatoires, où la présence n'est pas obligatoire. Par exemple, la radiologie à Poitiers, hein, c'est connu. Il y a des stages moyens, c'est-à-dire par exemple, on fait que les matinées, par exemple, ou bien on fait que quelques jours par semaine. Voilà, donc ça c'est des stages moyens. Et puis il y a des stages chargés, c'est-à-dire on fait du 9h 17h. Et puis au final il y a des stages qui sont très très chargés. On fait du 9h 19h, voire 20h tous les jours. C'est vrai que c'est très chargé. Donc voilà. Donc avant de choisir un stage, il faut s'informer au préalable, demander des avis auprès des aînés, des étudiants qui ont choisi les mêmes stages. Il y a même une plateforme qui permet, enfin qui donne, qui permet aux étudiants plutôt de donner leurs avis sur les stages, comme ça vous auriez une idée. Voilà. J'espère que c'est clair pour l'instant. Maintenant, je vais parler rapidement donc du rôle de l'externe pendant les stages. En fait, vous l'aviez compris, en fait, ça dépend du type de stage, que ce stage soit plan, que ce stage soit chargé, enfin, que ce soit un service d'hospitalisation, que ce soit de la chirurgie, euh, euh, que ce soit une autre spécialité qui n'a rien à voir avec l'hospitalisation ni avec la chirurgie, c'est-à-dire la génétique, la viro, etc. Bof, pour éclaircir un petit peu les idées, en général, la majorité des stages, c'est des stages d'hospitalisation. Euh, le matin, on fait la visite avec le chef ou bien avec l'interne, parfois tout seul lorsqu'on connaît les patients. Et puis on rédige les mots du jour, c'est-à-dire euh, selon notre examen et notre interrogatoire la matinée, on rédige les différentes problématiques retrouvées à l'examen, à l'interrogatoire, c'est-à-dire le patient vous dit voilà, j'ai des constipations, il faut le noter sur le mot du jour et il faut le traiter, il faut proposer donc un traitement par exemple. Voilà, le patient souffre de céphalée, vous allez devoir le mentionner, etc. Et puis généralement vous allez avoir une pause déjeuner de 2 heures, c'est-à-dire de midi à 14 heures, et puis vous allez reprendre l'après-midi avec donc les entrées. Vous allez faire les entrées, c'est-à-dire s'il y a de nouveaux patients qui arrivent au service, qui vont être hospitalisés, c'est à vous de les voir en premier, de rédiger toute l'observation, de faire l'examen physique complet. Vous allez rentrer tout ça sur le système donc de l'hôpital. Et puis voilà, c'est ça votre rôle en tant qu'externe. Vous allez bien sûr avoir accès aux gestes, vous allez faire des ponctions lombaires, vous allez faire des ponctions d'acier, vous allez faire des sutures, vous allez vraiment faire plein de gestes en fait. C'est vraiment très très accessible, hein, les gestes, la formation, c'est accessible. Voilà.
Voilà, donc ça c'est le rôle de l'externe en général. Après, il y a des stages où le rôle de l'externe sera beaucoup plus du secrétariat, c'est-à-dire vous allez appeler les patients au téléphone, vous allez leur rappeler le rendez-vous, euh, ou bien vous allez appeler pour demander des avis. Euh, voilà, après en stage de chirurgie, voilà, vous allez passer vos journées dans le bloc, à part faire des sondages urinaires, je sais pas qu'est-ce qu'on fait de plus pendant les stages de chirurgie. Pendant les stages de gynéco, c'est autre chose aussi. C'est-à-dire c'est vraiment variable en fait. Avant de faire un stage, il faut s'informer. Voilà, c'est quoi le rôle de l'externe dans ce stage, qu'est-ce qu'il fait exactement. Comme ça, vous allez mieux choisir. Voilà. Bien sûr, moi, si je vous donne un conseil, choisissez des stages planques, hein. Pendant l'externat, l'essentiel, c'est vraiment la théorie, c'est d'être bien classé aux EDN, c'est d'avoir la spécialité qu'on veut. Selon moi, selon mon avis, la vraie pratique commence à partir de la spécialité. Une fois on a choisi la spécialité qu'on veut, c'est là que commence vraiment la pratique. Mais avant ça, c'est juste des généralités. Voilà. Après, bien sûr, si vous voulez vraiment, si vous tenez à faire de la pratique, je vous conseille de le faire en sixième année, c'est-à-dire après les EDM. Voilà, vous pourriez profiter pour choisir des stages chargés, pour apprendre. Là, je suis d'accord. Voilà. Mais sinon, pendant la quatrième et la cinquième année, vraiment, c'est surtout pour ceux qui ont fait accès direct, c'est des étudiants en sixième, en septième année, des résidents. Genre, ça va vraiment être chiant pour vous de faire donc des stages chargés, vraiment à éviter. Voilà. Ok. Et autre détail, il faut savoir que il y a des gardes à assurer en fait. Il y a un quota de 25, enfin, c'est pas 25 gardes, un quota de 25 points de garde à assurer. C'est-à-dire, je vais vous montrer ça directement. Donc voilà, en fait, chaque garde présente un nombre précis, remplit un nombre précis de quotas. C'est-à-dire, si vous allez faire une garde aux urgences adultes, le dimanche de 8h30 à 8h30, c'est-à-dire une garde de 24 heures, parce qu'il y a deux types de gardes, il y a des gardes de 12 heures et des gardes de 24 heures. Donc si vous faites une garde de 24 heures, donc là, le quota sera de 2. C'est-à-dire, c'est pas la peine de faire 25 gardes de ce type. Il suffit seulement de faire 12-13 gardes et vous avez rempli le quota de 25. Voilà. Donc en fait, il faut remplir le quota de 25 avant les écos de la sixième année. Voilà. Donc ça, c'est un petit détail. Il faut savoir aussi si on a choisi un stage à garde, par exemple la cardiologie, c'est un stage à garde. Attends, je reviens sur la feuille. Donc vous voyez, donc les yeux de la pédiatrie, c'est un stage à garde, la gynécologie, c'est un stage à garde, la cardiologie, idem, la réa, la réachir, la neurologie, la chirurgie viscérale, l'orthopédie. Donc tout ça, c'est des stages qui présentent des gardes. Du coup, vous allez faire les gardes dans votre stage. Mais si vous avez choisi un stage où il n'y a pas de garde, c'est-à-dire l'oncologie, la radiologie, dans ce cas-là, vous allez trouver votre nom dans la liste des urgences. C'est-à-dire vous allez faire des gardes au niveau des urgences. Voilà. Vous allez me dire, Yacine, qu'est-ce qu'on va faire pendant les urgences, enfin les gardes aux urgences? Donc vous allez vraiment jouer le rôle de l'interne en Algérie, c'est-à-dire vous allez voir le patient en premier, vous allez l'examiner, vous allez faire l'interrogatoire, et puis vous allez pouvoir prescrire les examens biologiques, euh, les radios standards, les ECG. Voilà, une fois que vous avez fait tout ça, vous allez remplir votre observation sur votre PC, enfin sur le système de l'hôpital. Et puis, si vous êtes autonome, donc ce sera tout. Si vous n'êtes pas autonome, donc vous allez demander à l'interne, voilà, j'ai vu tel patient, vous allez lui présenter le patient en fait. Voilà, il présente ça, ça, ça. Selon moi, la conduite à tenir, c'est de faire, donc de prescrire une radio, de prescrire une bio. euh, voilà, et lui, il vous dira oui, si c'est nécessaire de prescrire ça ou non. Et bien sûr, en tant qu'externe, vous n'allez pas prescrire des médicaments, ça on est d'accord. Voilà. C'est-à-dire vous allez seulement proposer la conduite à tenir. Et par rapport aux soins, en tant qu'externe, vous n'avez que les sutures, les plâtres à faire. Voilà. Sinon, le reste, c'est pas à vous de le faire. Euh, Parfois, vous êtes emmené à faire des trucs euh, avec l'écho, c'est-à-dire le résidu post-immixtionnel. Ça, c'est très facile. Vous allez apprendre à le faire avec l'échographie. Si vous insistez, si vous êtes vraiment actif, vous allez pouvoir apprendre l'écho fast.
c'est chez les polytraumatisés par exemple. Euh, Si vous êtes vraiment impliqué, vous allez pouvoir apprendre donc à rechercher la vésicule biliaire à l'échographie ou bien autres éléments pertinents. Enfin, tout dépendra de votre implication. Voilà. Voilà. On ferme la parenthèse. Euh, alors, est-ce que c'est des stages rémunérés? Rémunérés, oui, c'est rémunéré. Donc, en quatrième année, on a 220 euros par mois. En cinquième année, les environs 260 par mois. En sixième année, on a 300 euros par mois. Les gardes, est-ce qu'elles sont rémunérées? Oui, elles sont rémunérées. Donc la garde de 12 heures, c'est 45 euros. Et la garde de 24 heures, c'est 90 euros. Et bien sûr, normalement, on aura des augmentations chaque année. Mais honnêtement, j'ai oublié combien. En tout cas, c'est pas un élément pertinent. Ce qu'il faut savoir il faut savoir que c'est payant. Vous allez me poser la question, est-ce qu'on pourrait faire autant de gardes qu'on veut? Je l'ai déjà dit, donc vous êtes en stage à garde, vous avez vos gardes à vous à assurer. Vous êtes en stage qui ne présente pas de garde, vous allez trouver votre nom sur la liste des urgences, donc il y a des gardes à assurer obligatoirement. Sinon, il y a beaucoup d'étudiants qui donnent leur garde. En fait, vous allez pouvoir échanger de garde si les horaires ne vous arrangent pas. Vous allez pouvoir donner votre garde à un autre externe et vous allez pouvoir prendre des gardes. Voilà. Et bien sûr, c'est tout à fait légal, ça se passe par le système. Comme ça, on va éviter les problèmes de paiement. Voilà. Comme ça, on va mieux compter le quota. Voilà. C'est-à-dire, vous êtes vraiment libre avec les gardes, vous allez pouvoir donner vos gardes, recevoir d'autres gardes. Euh, donc, pour résumer, si vous voulez faire plus de gardes, en fait, c'est selon la disponibilité. S'il y a beaucoup d'externes qui donnent leur garde, qui offrent leur garde, donc vous allez pouvoir faire 10 gardes par mois normal. Voilà. Ok, on ferme la parenthèse. Voilà, bien sûr, un stage non validé, l'année non validée. Donc il faut vraiment faire attention à ça. Euh, En France, on est considéré comme des salariés, on est payé pour ça. Donc il faut vraiment pas s'absenter pendant les stages. Les absences non justifiées, c'est vraiment très pénalisant. Il faut faire attention. Voilà. Et un autre petit détail, euh, chaque 3 semaines de stage, on a droit à une semaine de congé. Mais bien sûr, c'est pas tous les chefs qui acceptent. Oui, sur la loi, c'est ce qui a été mentionné, mais en pratique, c'est pas tous les chefs qui acceptent. Il y a ceux qui s'y opposent, et cela dépendra aussi du nombre des externes. C'est-à-dire, il y a des chefs qui exigent par exemple minimum 3 externes pendant le stage. C'est-à-dire, si vous êtes à 6 externes, vous allez pouvoir vous arranger pour prendre des congés, mais si vous n'êtes que 3 externes, donc il faut vraiment être présent tout le temps, vous n'allez pas pouvoir prendre des congés. Voilà. On a parlé de cours, on a parlé de stage. Maintenant, on va parler rapidement d'examen. Voilà. Alors, par rapport aux examens, donc il y a l'examen théorique. Mhm. Il y a l'examen pratique. L'examen pratique, c'est les échos, bien sûr. Je vais expliquer c'est quoi. On commence par la théorie. Donc, déjà, avant de commencer, il faut savoir qu'il y a des universités qui proposent un système semestriel. C'est le cas de Poitiers, par exemple. Et il y a des universités qui proposent un système trimestriel. Trimestriel, c'est-à-dire examen, à la fin de chaque période. C'est-à-dire chaque 12 semaines, on a un examen. Voilà, en gros, c'est ça. Après, là aussi, il y a des facultés qui proposent des examens. Donc, je vais parler par exemple de nos examens. C'est-à-dire, nous, on fait 8 modules le premier semestre et on passe tous ces modules en un seul examen de 6 heures qui présente 200 QCM. C'est-à-dire, voilà, donc il y a des universités qui proposent un examen qui contient tous les modules et on les passe en même temps, on a ce sujet. Il y a d'autres facultés qui va proposer un système d'examination qui va séparer ces modules. C'est-à-dire vous allez passer ces modules séparément. Voilà. Donc la théorie, donc il y a deux types de facultés, semestrielles, donc 2 examens pendant l'année, trimestriel, c'est-à-dire 3 examens pendant l'année, euh, euh, c'est-à-dire un examen à chaque période de stage. Et bien sûr, il y a des facultés qui, en un seul examen, font tomber tous les modules qui ont été abordés.
en un seul sujet, et alors qu'il y a des facultés qui séparent entre les modules, c'est-à-dire vous allez passer la pneumo, après vous allez passer la cardio, voilà. Et ça, c'est en un seul examen, bien sûr. C'est-à-dire, en fait, pour résumer, ce n'est pas un système modulaire. Vous allez faire tous les modules en même temps. Après, vous allez soit les passer en un seul examen, soit vous allez les passer en une seule journée, mais séparément. Voilà, en gros, c'est ça. C'est ça le système d'examination. C'est chargé, certes, mais c'est comme ça. Vous l'avez remarqué, donc à Poitiers par exemple, le premier semestre, on a fait carrément 8 modules. Pour avoir une idée, on a fait la cardio, la pneumo, l'endocrino, l'ophtalmo, l'orthopédie, la MPR, la pharmacologie. On a fait un mélange de donc, santé publique, médecine de travail. Voilà, donc c'est vraiment chargé. Il faut bien se préparer. Donc pour les examens trimestriels, généralement, chaque trimestre, on passe 3 4 modules. Euh, voilà. Donc en gros, c'est ça. Et en pratique, il y a les écos. Donc chaque fin d'année, on a un écos à passer. Donc à la fin de la quatrième année, on a l'écos facultaire à passer. À la fin de la cinquième année, on a l'écos. Et en fin de sixième année, on a un écos facultaire. Mais ça, j'y reviendrai. Maintenant, on va s'intéresser toujours à la théorie. Donc il y a les semestres ou bien les trimestres. Soit on passe tous les modules en un seul examen, soit on passe tous les modules en une seule journée, mais séparément. Bien sûr, il ne faut pas oublier l'épreuve de la LCA, la lecture critique d'articles. Ça, c'est un nouveau module que vous allez faire donc, pendant l'externat. Généralement, on a trois, enfin 2 à 3 épreuves de LCA pendant l'année. Ça va être soit synchrone avec les examens semestriels ou bien trimestriels, ou bien programmé à part, c'est-à-dire en dehors des examens semestriels ou trimestriels. Voilà. Et en quatrième année, vous allez peut-être avoir à passer donc un examen de secourisme. Secourisme, voilà. Et voilà, donc ce sera tout comme examen. Donc pour valider l'année, il faut valider les stages, ça je l'ai déjà dit en haut. Il faut valider tous les semestres et tous les trimestres. C'est-à-dire il n'y a pas de compensation entre les semestres et les trimestres. Si vous avez eu donc 9 pendant le premier semestre, vous allez rentrer directement au rattrapage, même si vous avez eu 17 le deuxième semestre. Voilà. Donc il faut valider les 2 semestres, c'est-à-dire une moyenne supérieure ou égale à 10, plus il faut avoir donc une moyenne supérieure ou égale à 14 dans les rangs A, que j'ai déjà expliqué en haut, c'est-à-dire les connaissances que tout médecin doit connaître, sachant que 50% du sujet est fait à partir donc de connaissances du rang A. Voilà. Et puis je passerai maintenant aux écos, l'écos c'est-à-dire l'examen clinique objectif et structuré. Euh, donc pendant cette écos-là, donc l'écos comme je l'ai déjà dit, chaque année on a un écos à la fin, un écos facultaire. Euh, Vous allez me dire Yacine, on aura quoi comme module pendant cette écos-là? Tous les modules qu'on a abordés pendant l'année vont tomber. C'est-à-dire si vous avez fait 16 modules pendant la quatrième année, pendant l'écos vous avez 4 stations et dans chaque station, on pourrait traiter un module différent, un cours différent. C'est-à-dire il faut vraiment maîtriser ces cours, il faut bien s'entraîner. Euh, ça ressemble à quoi ces stations? En fait, dans chaque station, on va examiner une compétence précise. Par exemple, dans une station, on va voir votre capacité à mener l'interrogatoire, à faire l'examen donc physique. Une autre station, on va voir donc votre capacité à donner, à prescrire des examens complémentaires, à prescrire des thérapeutiques. Une autre station va juger votre capacité à expliquer les résultats donc paracliniques, annoncer une maladie grave, annoncer un diagnostic, ou bien on vous demandera donc de demander un avis chez un confrère, remplir une ordonnance, c'est-à-dire c'est vraiment variable, on peut vous demander tout et n'importe quoi, on va peut-être emmener à vous demander de faire une ponction lombaire, d'utiliser un otoscope, de faire des sutures, de faire une réanimation cardio-respiratoire, de mettre des gants stériles, de faire des examens pelviens, c'est-à-dire c'est vraiment variable, de faire l'examen neuro complet, voilà. Donc c'est vraiment variable, il faut se préparer à tout, tant sur le plan théorique que sur le plan pratique. Il faut être vraiment prêt pour les écos. Euh,
Mais ce qui est bien, c'est que ces écos ne valident pas l'année. C'est-à-dire, même si vous avez eu zéro pendant l'écos de la quatrième année, vous allez quand même passer en cinquième année. Donc vous allez me dire, c'est quoi l'intérêt? En fait, l'écos de la quatrième année, c'est 20% de la moyenne totale des écos. L'écos de la cinquième année, c'est 30% donc de la moyenne totale des écos. Et l'écos facultaire de la sixième année, c'est 50% de la moyenne totale des écos donc facultaires. C'est-à-dire, c'est quoi le rôle de ces écos? Le rôle, c'est d'obtenir le DFASM à la fin de la sixième année. Voilà, c'est tout. Sinon, ça n'a aucun rôle pour passer de la cinquième à la sixième ou de la quatrième à la cinquième. Voilà. Donc, c'est pas validant, mais c'est très très important pour avoir votre diplôme à la fin. Voilà. Et il ne faut pas mélanger entre les écos facultaires et les écos nationaux. En fait, les écos nationaux, ça, c'est autre chose que d'ailleurs, je vais les aborder maintenant. Les écos nationaux, les EDN. Donc, c'est pas la même chose. Voilà. Voilà, je pense que ce sera tout pour les examens, les écos. Je pense que c'est tout ce qu'il faut connaître. Vous savez maintenant désormais comment valider votre année. Ça sert à quoi les écos, leur importance. Voilà. En fait, les écos de la quatrième année, c'est beaucoup plus un entraînement qu'un examen, qu'un vrai écos. Ce n'est que 20% de la moyenne. En plus, généralement, c'est facile, donc il ne faut pas s'inquiéter, il ne faut pas stresser. Voilà. Et voilà. Et par rapport aux sources de préparation pour les examens et, euh, et, euh, et les écos, je vais les expliquer dans un instant. Ok. Hum, ok, je vais vous parler rapidement de la réforme, la nouvelle réforme R2C. Euh, donc, selon la nouvelle réforme, on va passer donc les EDN au début de la sixième année et les écos à la fin de la sixième année. Il y a les points de parcours. Donc on va récolter pendant l'externat, enfin le préclinique pour ceux qui ont été admis en troisième année, deuxième année. Euh, voilà, et puis on fait la somme des trois, c'est-à-dire les EDN c'est 60% de la moyenne, les écoles c'est 30% de la moyenne, et les points de parcours c'est 10% de la moyenne. Ça sert à quoi cette moyenne? C'est pour faire un classement national et accéder à la spécialité que l'on veut. Vous l'aviez compris, ce n'est pas un seul examen qui se fait en fin de sixième année, comme le résidana, non. Donc il y a de la théorie en début de sixième année, il y a de la pratique en fin de sixième année, il y a les points de parcours qui seront récoltés tout au long du cursus. Je vais aller au fur et à mesure, je vais commencer par expliquer c'est quoi les EDN. Donc les EDN, c'est l'épreuve dématérialisée nationale. Donc c'est un examen qui dure 3 jours. Chaque jour, vous aurez donc 90 à 110 questions. Voilà. C'est-à-dire un total de à peu près 250 à 350 questions. Voilà. Et ça, c'est par rapport à l'examen donc, théorique classique. Il faut savoir que les EDN incluent aussi la LCA, la lecture critique d'articles. Donc, vous aurez deux sujets euh, euh, donc, de LCA à critiquer, à analyser. Voilà. Donc, euh, donc, euh, donc là, je vais juste donc là c'est 3 jours de preuves théoriques, donc 2-3 jours d'épreuves plutôt théoriques, normales, simples, c'est-à-dire la cardio, la pneumo, etc. Et une journée de LCA. Voilà. Il faut savoir que 80% des EDN, de la note des EDN est formée donc, par les modules classiques qu'on connaît, la cardio, la pneumo, etc. Mais la LCA, c'est 20% de la moyenne des EDN. Cela veut dire que la LCA est très très important, c'est-à-dire la LCA à elle seule vaut 4 ou bien 5 modules en fait. Voilà, ça vaut 4 collèges, ou bien 5 collèges. Donc c'est vraiment à bosser et à rebosser. Voilà. Euh, donc ça c'est par rapport aux EDN. Sinon les écoles, je l'ai déjà expliqué. Donc c'est l'épreuve, euh, donc c'est l'épreuve clinique objective et structurée. Voilà. Donc en fait, les écos nationaux présentent 10 stations
comme j'ai déjà dit, chaque station donc examine une compétence précise, voilà, un module précis, ça demande de l'entraînement, et puis voilà. Donc 10 stations, et, voilà. C'est tout ce qu'il y a à dire par rapport aux échos, c'est 30% de la moyenne totale, donc il faut assurer. Et enfin, il y a les points de parcours. C'est quoi les points de parcours? Je vais directement vous montrer c'est quoi les points de parcours. Donc voilà, en fait, pour avoir la note complète quant au point de parcours, il faut récolter 60 points de parcours. Par exemple, euh, par exemple donc si vous validez un Master 1, enfin, si vous faites un Master 1, vous avez 40 points de parcours. Si vous faites un Master 2, c'est 60 points. Si vous faites une thèse universitaire, c'est 60 points. Si vous publiez un article scientifique, c'est 10 points. Euh, euh, si vous travaillez auprès d'une association, vous avez 40 points. Si vous faites des tutorats à la fac, c'est 40 points. Voilà, c'est-à-dire il y a vraiment différentes façons de gagner ces points de parcours. Moi, personnellement, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un B2 en allemand, donc ça m'a gagné 10 points. J'ai fait un B2 en anglais, donc c'est 10 points. Et j'ai fait une UE libre, je vais vous montrer. Euh, enfin, ici, c'est pas mentionné, je pense. Voilà. Donc j'ai fait une UE plutôt supplémentaire en sport, ce qui m'a gagné 10 points. L'UE, c'est l'unité d'enseignement. C'est-à-dire, c'est comme si c'était un module, mais qui ne fait pas partie vraiment de la médecine. C'est-à-dire une unité d'enseignement de sport, c'est-à-dire on va parler des blessures au sport, les risques, je sais pas, des sports où il y a donc les risques de l'altitude, des grandes altitudes, bof, c'est pas important. Les risques de dopage, etc. C'est ce que j'ai fait, j'ai gagné 10 points. Et puis ce que j'ai fait aussi, c'est une mobilité, c'est-à-dire j'ai fait un hors-chu. Euh, je pense que c'est pas mentionné ici. Donc ici on n'a pas mentionné tous les détails en fait. Mais voilà, de toute façon vous allez demander à votre faculté, elle va vous remettre une liste complète des éléments qui peuvent valider les points de cursus. Donc moi j'ai fait un interchu à Tours, c'est-à-dire j'ai fait un stage à Tours, ce qui m'a permis de gagner 15 points. Et si cette année-là j'aurai l'occasion de faire un hors-chu, c'est la même chose presque qu'un interchu, c'est-à-dire faire un stage dans une autre ville, je vais pouvoir gagner 15 points et donc je vais valider mes 60 points. Donc voilà, après chacun il fait comme il veut, il y a plusieurs méthodes. Si vous êtes très fort en anglais, pourquoi ne pas passer directement le C2? Voilà, le C2 en anglais, vous avez 30 points directement. C'est vraiment, voilà, c'est vraiment chaud. Il faut savoir que le français et la langue maternelle, elles sont pas validantes. C'est-à-dire, si vous avez un C2 en arabe, un C2 dans votre langue maternelle, ça ne va pas valider ces points. Si vous avez un C2 en français, ça ne va pas valider. Donc, il faut vraiment une langue étrangère. Voilà. Donc là, il faut avoir 60 points pour pouvoir avoir les 10% de la moyenne. Donc, au final, on va faire la moyenne de ces épreuves et on va établir un classement national final qui va nous permettre d'accéder à la spécialité que l'on veut et à la ville que l'on veut. Il faut savoir que les EDN, c'est une épreuve nationale, on est d'accord. C'est-à-dire, il y a 10 000 candidats, vous allez tous passer le même sujet, et il y a 10 000 postes. Donc voilà, selon le classement, vous allez avoir une spécialité ou bien une autre. Et les derniers vont avoir la médecine générale, la santé publique, la médecine de travail. Mais en tout cas, vous allez toujours avoir un poste, il n'y a pas de chômage en fait. Voilà, ça c'est un détail à mentionner. Euh, voilà, donc ça c'est par rapport aux EDN. Donc maintenant, je vais essayer de refaire rapidement la chronologie. Donc vous allez débuter en quatrième année, donc le 2 septembre 2025. Vous allez passer vos examens semestriels ou bien trimestriels selon la faculté et l'ECOS à la fin de l'année, les épreuves de la SCA. Vous allez faire les 3 périodes de stage. Vous allez faire les 3 périodes de stage. Et puis la dernière période de stage, vous allez faire les 3 premières semaines en une spécialité précise, comme j'ai déjà mentionné. Et puis il vous reste 5 semaines de stage d'été. Donc là, il y a 2 maquettes différentes. Soit vous allez enchaîner directement avec les 5 semaines de stage,
donc le mois de juillet, puis vous allez avoir les vacances le mois d'août. Soit vous allez faire le contraire, c'est-à-dire vous allez prendre vos vacances le mois de juillet et donc vous allez reprendre avec les stages le mois d'août. Et puis enchaîner directement le mois de septembre avec la cinquième année. Voilà. Donc la cinquième année, c'est idem. Vous avez donc les examens semestriels ou bien trimestriels selon la fac, les échos à la fin de l'année. Et puis, comme j'ai déjà mentionné, le quatrième stage, ce n'est que 3 semaines. Donc il n'y a pas les 5 semaines donc de stage d'été, ce qui va permettre d'avoir plus de temps pour les révisions. C'est-à-dire à partir du mois de juin, vous êtes libre pour réviser, alors que les EDN, c'est pour le mi-octobre. Donc vous avez vraiment un temps important pour réviser, donc à peu près 4 mois de révision. Sachant qu'il y a les ED1 blancs en mi-juillet, mais ce n'est pas obligatoire, on n'est pas obligé de les passer. C'est juste voilà, une épreuve qui permet un petit peu de voir son niveau, de voir comment ça se passe les ED1, ni moins ni plus. Voilà, donc, donc après avoir passé les ED1 blancs, c'est là qu'on va marquer la fin de la cinquième année. Le mi-octobre, donc les épreuves des EDN nationales, c'est là que on va marquer le début de la sixième année. C'est là, donc c'est ici le début de la sixième année. Donc on passe les EDN en début de sixième année. Et puis, si vous n'avez pas eu les EDN, c'est-à-dire vous avez eu une note inférieure à 10 ou bien des rangs A inférieurs à 14, vous allez passer l'épreuve de rattrapage des EDN le mois de janvier. Okay. Vous allez me dire, est-ce que on va se baser sur la note de rattrapage ou bien la note des EDN pour le classement? On va se baser bien sûr sur la note des EDN qui ont été passés le mois de octobre. C'est-à-dire si vous avez eu un 9 et qu'au rattrapage vous avez eu un 11, c'est comme si vous avez eu un 10 en fait. Voilà. Ici, vous avez eu donc, moins de 14 sur 20 dans les rangs A, dans les EDN du mois d'octobre, et que dans les EDN de mois de janvier de rattrapage, vous avez eu plus de 14 sur 20, mais que finalement la moyenne générale a augmenté, on va toujours se référer à la moyenne que vous avez eu le mois d'octobre. Par exemple, le mois d'octobre, vous avez eu 15 donc, comme moyenne, mais inférieur moins de 14 dans les rangs A, et que les EDN de janvier, vous avez eu un 16, donc, et puis supérieur à, non, voilà, supérieur à 14, voilà, supérieur à 14 sur 20 dans les rangs A. Dans ce cas-là, on va se baser sur la moyenne de 15 pour établir le classement. Voilà. Donc il y a les rattrapages du mois de janvier. Si vous n'avez pas eu les rattrapages du mois de janvier, vous allez refaire l'année, la sixième année. Voilà. Sinon, si vous avez eu la note aux EDN, donc vous avez validé les EDN, donc vous allez enchaîner avec les stages pendant la sixième année. Donc comme j'ai déjà dit, il y a trois stages de 6 semaines et un stage de 7 semaines. Et donc vous allez finir vos stages à la fin du mois d'avril, en mois d'avril pour être précis, et vous allez passer les écosses facultaires, donc généralement fin mois d'avril, et puis vous allez passer les écosses nationaux, généralement la moitié mi-mai, généralement début mai, mi-mai, voilà. Et si vous n'avez pas validé les écosses nationaux, c'est-à-dire moins de 10 sur 20, dans ce cas-là, vous allez refaire l'année directement, il n'y a pas de rattrapage. Voilà. Une fois on a terminé les Écosses, on va marquer la fin de la sixième année. Et l'internat commence le novembre de l'année en cours. C'est-à-dire vous avez 6 mois de libre à faire ce que vous voulez. Soit voyager, soit prendre un poste de FFI, si vous avez besoin d'argent, en n'importe quelle spécialité bien sûr. Et un petit détail, le deadline des points de parcours, c'est le juillet de la sixième année. Voilà, ça c'est pour être plus précis, euh, pour voilà, faire son calcul. Voilà. Et puis, donc voilà, on va enchaîner avec l'internat. Donc le début de l'internat, comme je l'ai déjà dit, ce sera le mois de novembre. Et puis jusqu'au mois de mai. Donc ça va former, ça va être le premier semestre plutôt. Et puis du mois de mai
Au mois de novembre, ça va être le deuxième semestre, et etc. Du mois de novembre jusqu'au mois de mai, ça va être le troisième semestre, etc. En fait, l'internat en France, c'est organisé par semestre. C'est-à-dire, c'est comme les stages d'internat en Algérie. C'est-à-dire, vous n'allez pas donc faire des semestres seulement dans votre spécialité. C'est-à-dire, vous avez fait la cardio, mais quand même, vous allez faire donc des stages en réanimation, des stages en cardio, peut-être des stages en infectiologie, hein, les endocardites. Genre voilà, c'est des semestres en fait, c'est des stages à faire. Voilà. Et voilà, pour l'instant, c'est tout ce qu'il faut connaître. De toute façon, je vais y revenir. Mais voilà comment ça se passe en général, la chronologie. Voilà. Maintenant, je vais revenir sur les sources à utiliser pour réussir ces examens, réussir les EDN. Donc, je vais revenir ici. Donc, on a des sources qui sont officielles et des sources vraiment, donc je dirais autres. Voilà. Euh, voilà. Donc, pour les sources officielles, en fait, on a les recommandations. Voilà. Recommandations, plus ou moins les collèges. Voilà. Et autres, je dirais les fiches. C'est-à-dire, euh, comment on forme comment on forme les examens des EDN, des examens donc officiels. En fait, voilà, d'après le communiqué du Conseil scientifique de médecine, les recommandations sont le respect de l'autorisation de mise sur le marché du médicament, donc il faut connaître l'AMM du médicament. Il faut suivre les recommandations de la Haute Autorité de la Santé et de l'ANSM. Après, si vous n'avez pas trouvé de recommandations sur le site de la Haute Autorité de la Santé de l'ANSM, là, vous allez vous tourner au collège. C'est-à-dire, en cas d'absence de recommandation de la HAS, ANSM, les pratiques en vigueur recommandées par les collèges de spécialité Société Savante Française seront appliquées. C'est-à-dire, je m'explique, si vous avez cherché dans le site de la Haute Autorité de la Santé et l'ANSM et que vous n'avez pas trouvé de recommandations concernant la prise en charge par exemple d'une pathologie ou bien des examens complémentaires qu'il faut faire concernant une pathologie, dans ce cas-là, il faut chercher dans les collèges des enseignants et dans les sites des sociétés savantes. Par exemple, les sociétés savantes, par exemple, le collège de cardiologie, ça c'est une société française, enfin les autres sociétés françaises que vous connaissez. Voilà. Pour ceux qui se demandent c'est quoi les collèges, donc ça c'est le collège de dermato, voilà. Donc ça ressemble à ça. Je suppose que vous les connaissez. Donc ça c'est des collèges qui sont mis régulièrement à jour. C'est-à-dire si vous prenez un collège qui est mis à jour, vous n'avez pas besoin d'aller sur le site de la Haute Autorité de la Santé. Mais si le collège commence à être dépassé et qu'il y a de nouvelles recommandations qui sortent, dans ce cas-là, il ne faut pas se baser seulement sur les informations mentionnées sur le collège, mais il faut chercher les nouvelles recommandations. C'est la raison pour laquelle que, comme source, je vous conseille plutôt d'utiliser les fiches. Donc soit les fiches EDNFR, soit les fiches Martingale. Ok. Euh, Parce en fait, moi, je conseille d'utiliser les collèges pour comprendre, mais pour les examens et les ETN, il faut utiliser les fiches, parce que c'est plus pratique, c'est plus synthétique. Pour ceux qui se demandent à quoi ça ressemble les fiches EDN, allez, on prend un exemple, Neurochir. Donc voilà, c'est ça les fiches EDN à faire. Voilà. En fait, ça reprend les mêmes informations qui ont été mentionnées dans les collèges, mais sous forme de tableau. Et puis, il rajoute les nouvelles recommandations. Et il rajoute donc, les informations donc, qui sont présentes dans les fiches LISA. Donc, c'est quoi les fiches LISA? Pardon. Oups. Donc, plus LISA. En fait, LISA, c'est des fiches qui ont été faites par les profs et qui comprennent donc les rangs A et les rangs B. Est-ce que c'est intéressant comme source de révision? Oui, dans certains cas, dans certains modules, notamment la gastro, parce que le collège de gastro commence à devenir obsolète. C'est-à-dire depuis 2000, je pense, 2021, on l'a pas mis à jour. Du coup, pour voir les dernières recommandations et tout, il vaut mieux utiliser Lisa, parce que Lisa se base sur les dernières recommandations. Et puis voilà. Mais si je vous conseille quelque chose, il vaut mieux utiliser les fiches. Parce que les fiches, c'est vraiment, ils utilisent les informations à la fois à partir des collèges, des recommandations
et des fiches Lisa, c'est-à-dire c'est vraiment très synthétique. Et en plus de ça, euh, euh, je vous rajoute un autre détail. En fait, il y a 364 items à connaître. C'est-à-dire, si vous avez remarqué, dans les collèges, il y a plusieurs items. Et tous les collèges qu'il faut connaître, regroupés, donc, donnent un nombre de 364 items à connaître. Et ce qui n'est pas très cool, c'est qu'il y a des items qui sont transversaux. Je vous donne un exemple, par exemple la sarcoïdose. La sarcoïdose, c'est un cours qui est abordé dans le collège de pneumo, dans le collège de médecine interne, en dermato. Donc on se pose la question, quel est le module, enfin quel est le collège qu'il faut utiliser pour réviser cette sarcoïdose. Finalement, est-ce que ce serait pas nécessaire d'utiliser les trois collèges en même temps? Oui, ça va être l'idéal, mais ça va vous prendre beaucoup de temps. C'est la raison pour laquelle il faut utiliser des fiches pour être, parce que les fiches synthétisent, c'est-à-dire toutes les informations contenues dans les collèges. Donc ça va vous aider d'être plus ciblé et plus précis dans vos révisions. Donc pour comprendre les collèges, pour les examens, c'est les fiches. Voilà, c'est vraiment c'est mon dernier conseil. Voilà. Et puis, vous savez, il y a les modules comme la parasito, la santé publique et tout. C'est des modules qui, voilà, c'est des modules qui tombent aux EDN, enfin de manière importante lorsqu'il s'agit de santé publique, médecine légale, médecine de travail, donc il faut les faire par cœur. Mais il y a des modules comme la parasito, comme la génétique, comme la NAPAT, c'est-à-dire ça ne tombe pas vraiment aux EDN. C'est la raison pour laquelle que je vous recommande d'utiliser le site MyEDN. Je vous donne un exemple, comment ça marche. Par exemple, on prend une matière, allez, par exemple l'orthopédie. Euh, donc là, vous avez combien de fois c'est tombé aux EDN. C'est-à-dire pour les modules un petit peu compliqués, un petit peu chiants, vous utilisez ça pour cibler vos révisions. C'est-à-dire si le cours tombe deux fois, vous n'allez pas vraiment vous baser là-dessus, mais si ça tombe 36 fois, bah là, dans ce cas-là, il faut vraiment le faire par cœur. Voilà, donc il y a le site MyEDN, il est très très intéressant. Vous allez venir sur suivi des items, vous allez mettre le module qui vous intéresse, et puis il va vous donner combien de fois c'est tombé aux EDN, la difficulté, et dans quel collège ça a été abordé. Par exemple, là, ce cours d'hypersensibilité, c'est abordé en allergo, en pédiatrie, en pneumologie. Voilà, donc ça va vous aider à être plus précis, à mieux avancer dans vos révisions en tout cas. Voilà. Mais ce n'est pas les seules sources qui existent, c'est-à-dire il n'y a pas que les fiches EDN à faire et les fiches Martingale. Il y a d'autres fiches, par exemple les fiches Codex et d'autres préparations, mais moi c'est ce que je conseille. La théorie à elle seule ne suffira pas pour pouvoir percer aux examens, pour pouvoir réussir les EDN, donc vous l'aviez compris, il faut s'entraîner. Pour les entraînements, je vous propose deux plateformes, donc la plateforme EDN à faire, donc entraînement. Voilà, donc entraînement EDNFR et Hippocampus. Voilà, donc EDNFR, c'est beaucoup plus orienté vers les questions simples, donc questions isolées, voilà, questions simples. Et Hippocampus, c'est beaucoup plus donc orienté vers les cas cliniques ou bien les dossiers progressifs. Voilà, c'est-à-dire chacune des deux a ses points positifs, ses points faibles et vice-versa. Donc en fait, il s'agit de deux plateformes qui se valent en fait. C'est à vous de faire le choix. Essayez de choisir celles qui vous conviennent et commencez dès le début à travailler avec jusqu'aux EDN plutôt. Donc voilà. Donc pour résumer, il faut choisir dès le début. Soit vous êtes team EDNFR, EDNFR, c'est-à-dire vous utilisez les fiches et les entraînements de EDNFR, soit vous êtes team Hippocampus plus les fiches Martingale. Voilà. Il n'y a pas des sources qui sont meilleures que d'autres, il n'y a pas une team qui est meilleure que l'autre, c'est juste des préférences. Voilà. Essayez de voir à quelle fiche donc vous arrange le plus, quel type d'entraînement, enfin quelle plateforme dans le format vous arrange le plus. Voilà, c'est tout. C'est une question de goût en fait. Mais sinon, si vous voulez aller loin et voir donc qu'est-ce qu'il y a comme préparation, donc les autres sources en fait, je vous propose un site qui a été fait par un Algérien. Donc c'est le Nexterna. Donc vous venez sur donc, un instant. Hop.
Non, il faut venir sur Externa, cliquer ici, la liste des items, la liste des référentiels, les supports gratuits. Il faut aller sur avis sur les préparations. Voilà, et là vous avez toutes les préparations. Donc voilà, donc Asclepia, Codex, Cartesia. Donc en fait, les préparations en fait sont pas tous foutus de la même manière. Il y a des préparations qui proposent des conférences, il y a des préparations qui proposent des fiches et des entraînements. Il y a d'autres préparations qui sont plus polyvalentes, qui proposent le tout à la fois. Donc c'est à vous de choisir. Donc la préparation qui vous convient. Mais moi, je conseille soit le DNFR, soit Hippocampus et la Martingale. Voilà. Alors, sinon, pour la LCA, donc la lecture critique d'articles, donc pour la théorie, donc les sources, donc il y a une préparation, donc c'est LCA One. Donc c'est un site, enfin c'est un site, c'est une préparation qui propose des cours de LCA sous forme de vidéo. Donc c'est très intéressant pour le premier tour. Euh, une fois que vous avez fait ce premier tour avec LCA1, c'est-à-dire par l'intermédiaire de vidéos, je vous conseille d'utiliser le polycopier de Descartes. Donc voilà, donc polycopier de Paris Descartes. Euh, voilà. Donc voilà, c'est vraiment à conseiller. Donc utiliser le polycopier de Paris Descartes, c'est très intéressant. Enfin, c'est la source de référence pour la LCA. Sinon, il y a aussi la LCA des très bons classés. Des très bons classés. Ça aussi, c'est vraiment l'idéal pour s'entraîner, pour voir la correction des sujets. Moi, c'est ce que j'utilise et je trouve que c'est bien foutu. Ça explique très bien pourquoi on a répondu ainsi aux questions. Donc, c'est à recommander. Voilà, donc ça c'est par rapport à la préparation, comment préparer ses examens, les sources à utiliser, et voilà. Euh, donc par rapport aux examens, je l'ai expliqué, la source officielle en fait c'est les recommandations, et plus ou moins les collèges, c'est-à-dire si les collèges sont à jour, c'est bien, on peut l'utiliser comme source, mais s'il est obsolète, dans ce cas-là, il faut se référer également aux recommandations, voilà. Et, et ce sera tout. Voilà, on va passer à autre chose. Alors, on va passer à autre chose. Donc, j'aimerais bien expliquer le type de questions euh, dans les, dans les examens. Voilà, dans les examens semestriels, trimestriels, j'ai oublié de l'expliquer. Donc, en fait, vous avez quatre types donc de questions. Voilà. Euh, donc, vous avez les QI. Donc, c'est les questions isolées. Voilà. Donc pour les questions isolées, ça pourrait être des QC1, donc des questions à choix multiples, des questions à réponse unique, c'est-à-dire des QCS, ou bien des questions à réponse précise. Des questions à réponse précise, c'est-à-dire il te donne donc les propositions, après il te dit tu choisis les deux propositions justes, ou bien les trois propositions justes. C'est-à-dire il précise le nombre de propositions à choisir. Après par rapport à ça, il y a des QRP donc courts et des QRP longs. Pour les QRP courts, c'est-à-dire 5 propositions. Pour les QRP longs, ça pourrait aller jusqu'à 10 propositions, 12 propositions. Voilà. Donc ça, c'est des questions isolées, c'est simple, c'est ce qu'on connaît en fait. Voilà, c'est connu. Et puis il y a aussi les mini DP, c'est-à-dire c'est les mini dossiers progressifs. En fait, c'est un cas clinique. Donc c'est un cas clinique donc qui va présenter des QCM, il va présenter des QRU, qui va présenter aussi également des QRP, voilà, mais également par exemple des zones à pointer. Des zones à pointer, vous allez me dire c'est quoi les zones à pointer, c'est-à-dire il te donne une radio, une TDM, une IRM à interpréter, enfin c'est pas à interpréter mais il te dit par exemple tu me pointes l'anomalie sur l'imagerie et bien sûr nous les examens on les passe sur tablette du coup c'est possible donc voilà il y a des zones à pointer voilà c'est tout et puis il y a aussi les crocs. Euh, voilà, donc il y a certaines questions dans lesquelles on vous demanderait c'est quoi le diagnostic, c'est quoi l'examen complémentaire à faire. Donc c'est pas vraiment quelque chose de très long, c'est-à-dire une réponse sous forme de deux trois mots, 5 mots maximum, c'est ça les crocs en fait. Voilà. Et puis il y a aussi ce qu'on appelle les KFP, c'est Key Future Problem.
Genre, c'est des dossiers progressifs, c'est-à-dire c'est comme les cas cliniques, mais ça présente que, ça contient que trois questions. Voilà, au maximum trois questions, alors que les mini dossiers progressifs, on parle de 5 à 8 questions. Voilà. En fait, c'est ça la principale différence. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'un KFP, ça présente au minimum un QRP et, et une croque. Voilà. C'est tout ce qu'il faut connaître. Et le dernier type d'examen, c'est les TCS. TCS, c'est-à-dire test de concordance de script. Là, c'est un petit peu compliqué. En fait, on va vous donner une situation et, et, euh, et on va vous donner des propositions. Et puis, selon ces propositions, vous allez dire est-ce que on a quelque chose de probable, quelque chose de moins probable. Je ferai mieux de vous montrer des exemples, comme ça vous allez mieux comprendre. Voilà. Donc en fait, c'est tout ce que vous avez comme type de questions à l'examen. Je vais vous montrer par exemple notre examen de cardio, comme ça ce sera plus simple. Donc, comme je l'ai déjà dit, pour s'entraîner aux EDN, ils vont mieux utiliser EDNFR ou bien Hippocampus, mais pour s'entraîner aux examens semestriels, ils vont mieux utiliser donc UNES. En fait, c'est la plateforme nationale pour les entraînements. Donc, vous choisissez votre faculté, vous choisissez le module, et puis voilà, vous auriez les modules des années précédentes. Moi, j'ai pris comme exemple donc, euh, euh, donc voilà, la cardiologie par exemple. Non, ça c'est le DFGSM, c'est la troisième année. Voilà, ça par exemple. Donc, comme j'ai déjà expliqué, il y a des questions isolées, il y a des tests de concordance de script, il y a des key future problems, voilà, il y a les mini dossiers progressifs, et voilà. Après ça, voilà, lorsqu'il y a deux, par exemple, deux TCS, on va les numéroter, c'est-à-dire ça c'est le premier, ça c'est le deuxième et ça c'est le troisième. Donc vous allez voir, par exemple, ça c'est les questions simples. Donc voilà, trois propositions sont attendues, c'est-à-dire c'est un QRP, question à réponse précise, parce qu'on a précisé le nombre de réponses, donc je vais cocher par hasard. Voilà. Euh, voilà, et puis ici, quels sont les éléments biologiques? Donc ça c'est un QCM, ça c'est un QRP, idem, QRP, voilà, QRP. C'est des QCM et QRP en fait, voilà, c'est un mélange. Euh, et là c'est un enfin, c'est un QRU, c'est-à-dire une question à réponse unique. Voilà, comme ça vous savez comment ça se passe. Maintenant je vais vous montrer c'est quoi un test de concordance de script. Un instant. Donc voilà. Ok. Un instant. Voilà. Par exemple, il vous dit une patiente de 33 ans, consulte aux urgences cardiologiques pour dyspnée avec fréquence cardiaque à 130 battements par minute. La tension artérielle est à 105/73. La saturation est à 92 en air ambiant. Elle a deux antécédents d'hypercholestérolémie. Si vous pensiez à une torsade de pointe et que vous trouverez que la patiente est hypocalcémie, à une hypocalcémie plutôt, pardon, la nouvelle information rend l'hypothèse improbable, peu probable, ni moins ni plus, euh, probable ou bien certain. C'est-à-dire là, indirectement, il vous dit est-ce que l'hypocalcémie pourrait donner une torsade de pointe. Voilà. Après là, il vous donne une autre hypothèse. Si vous pensez à une tachycardie jonctionnelle avec voie accessoire et que vous trouvez un ECG fait il y a 2 semaines au rythme sinusal sans préexcitation du QRS, cette nouvelle information rend l'hypothèse improbable, peu probable, ni moins ni plus. Enfin, voilà. Et comment ça se passe la correction? En fait, il y a un comité de, par exemple, 10 profs qui font l'examen. Après, ils vont voter. Après, l'hypothèse qui va avoir le plus de votes va avoir plus de points et celle qui va avoir le moins de voix, donc elle va être moins notée et celles qui ont zéro voix, elles seront notées à zéro. Voilà, en gros c'est ça. Donc ça c'est le test de concordance de script et les key future problem. Donc ça c'est voilà, donc voilà, il y a maximum 3 questions. Donc une croque, par exemple, une question à réponse précise. Et puis voilà, donc je réponds comme ça.
Hop, voilà, et une question à réponse précise longue. Donc trois questions, trois réponses à choisir parmi, je pense, voilà, 10 propositions. Voilà. Maintenant, on passera au mini dossier progressif. Donc ça ressemble à quoi? Donc voilà, c'est un cas clinique avec 8 questions. Donc là c'est pas représentatif, c'est les sujets de la fac. Donc voilà, vous avez donc une question à réponse unique. Voilà. Donc une question à réponse multiple, par exemple, enfin réponse unique finalement. Hop. Voilà une question à réponse précise parce qu'il a dit qu'il faut choisir trois réponses. Et enfin une question à réponse précise mais langue. Voilà. Voilà, voilà c'est ça les examens donc, en France. C'est vraiment quelque chose de simple. C'est pas vraiment. euh, voilà, c'est vraiment très simple comme examen. Voilà. Alors, je reviens. Je pense que j'ai fait le tour donc, par rapport à l'externat, le système d'examination, les sources à utiliser. Je pense que j'ai parlé de tout ça. Maintenant, je pense que je vais parler un petit peu de l'internat. Donc, je l'ai déjà dit. Donc, l'internat, donc, en fait, il s'agit de semestres. Euh, euh, voilà, donc entre le mois de novembre et le mois de mai, entre le mois de mai et le mois de novembre, et ainsi, jusqu'à la dernière année. Donc la dernière année d'internat, on aura un grade de médecin ou bien docteur junior, c'est-à-dire contrairement à l'interne qui est en deuxième, troisième année par exemple, euh, dans certains cas, il ne va pas pouvoir prescrire tout seul. Par contre, en étant docteur junior, on a genre la totale liberté de prescrire comme un assistant, par exemple. Voilà. Bien sûr, voilà, il s'agit de semestres à valider et il y a des maquettes qui sont différentes selon les spécialités. Et justement, pour pouvoir connaître ces maquettes, il faut aller toujours sur le site de Nexternat. Voilà, vous allez revenir sur la rubrique internat, la liste des D. Par exemple, on choisit ophtalmologie. Donc là, on a les différentes informations. Donc on sait que c'est une spécialité médico-chirurgicale. On peut être actif à la fois à l'hôpital, à la fois dans une clinique, dans un cabinet. Et ça dure 6 ans. Donc voilà, la première année, un semestre en ophtalmologie et un semestre libre, c'est-à-dire on pourrait le faire en n'importe quelle spécialité, en neurologie par exemple, en cardio, c'est comme on le désire. Et puis la deuxième année, on a deux stages en ophtalmo, puis la troisième année, un stage en ophtalmo et un stage libre. En quatrième année, deux stages en ophtalmo. Donc vous voyez, c'est vraiment très spécialisé, on fait que des stages en ophtalmo. Et là, donc, on précise un petit peu combien il faut être classé pour pouvoir y accéder. En 2024, c'est-à-dire il fallait être classé 1500 sur 8000 candidats pour y accéder. En 2023, il faut être classé parmi les 2000 premiers, etc. Voilà. Et donc là, on montre un petit peu, voilà, donc, voilà, donc on montre un petit peu les villes. Donc voilà, donc là, c'est les rangs limites. Euh, voilà, donc ça c'est la première ville qui a été saturée, donc c'est Nice. Et là c'est la dernière ville qui a été choisie. Bref, ça c'est des détails. En tout cas, Nexterna c'est très très intéressant comme site pour voir les maquettes de différentes spécialités. Donc je vous invite à jeter un œil. Voilà. Juste avant de passer de revenir à l'internat, donc ça c'est MyEDN, j'ai déjà montré. Donc ça c'est le site de DNFR. Donc voilà, vous avez les cours, ça dirait les fiches, voilà, que vous allez pouvoir télécharger. Et puis vous avez aussi le training, donc vous allez choisir les items et puis commencer à vous entraîner. Il y a certaines stations ECOS, donc il y a des fiches ECOS et des trainings ECOS. Sinon, il y a des examens aussi. Voilà, moi c'est ce que j'utilise en général. Il y a aussi Hippocampus, c'est très intéressant. Donc voilà, c'est presque la même chose. Donc vous avez les fiches martingale, vous avez, voilà, donc on choisit ça, c'est gratuit par exemple, parce que moi j'ai pas d'abonnement. Mhm. Donc voilà, donc ça c'est les fiches martingale. Donc c'est à vous de choisir celles qui vous conviennent le mieux. Donc voilà,
ça n'existe pas sur les fiches de DNFR. Finalement, on précise même combien de fois ça a été tombé. C'est intéressant. Ça, c'est le concours blanc, je sais pas, voilà, donc c'est le concours blanc de 2025. La préparation à l'Écosse. En fait, il faut qu'on puisse proposer une préparation à l'Écosse qui est mieux intéressante que celle de DNFR. Et puis, voilà, donc il y a la préparation ED1, c'est-à-dire les QCM, etc. Donc voilà, comme j'ai déjà dit, c'est des préférences, c'est à vous de voir. Il y a quelques modules à essayer gratuitement. Donc il y a des essais gratuits où vous rentrez sur les deux applications, vous essayez les deux et vous choisissez donc laquelle vous convient le mieux. Voilà. Et puis ça, c'est le site Nexterna, je l'ai déjà montré. Et puis ça, c'est la plateforme UNAS pour s'entraîner aux examens de la fac. Voilà. Donc ce sera tout, donc je reviens. Donc comme j'ai déjà dit, il s'agit de semestres à valider. Chaque année de spécialité, c'est 2 semestres. Chaque spécialité présente une maquette différente par rapport à une autre. Donc voilà, si vous êtes intéressé, vous jetez un œil sur Nexterna et vous allez tout savoir sur la spécialité que vous désiriez. Sinon, la dernière année, c'est l'année de docteur junior, je l'ai déjà mentionné. Après, une fois on finit la spécialité, on a donc plus ou moins 2-3 issues. Donc, soit on choisit une carrière d'assistanat donc pendant 2 ans, soit un clinica, soit on pourra faire directement, soit on trouve directement donc une place de praticien hospitalier, soit on passe au libéral, soit on fait de l'intérim. Bon, pour devenir directement praticien hospitalier, c'est-à-dire qui est l'équivalent d'un contrat de durée indéterminée, c'est-à-dire c'est un poste stable qui est mieux payé que l'assistanat et le clinica. Donc pour pouvoir accéder à ce poste, en fait, il faut faire le concours national. C'est un concours sur dossier, c'est-à-dire euh, celui qui a le meilleur CV, qui a donc le plus d'expérience, il va plus avoir accès donc à un poste de praticien hospitalier. Voilà, c'est pour ça que c'est rare d'y accéder à la fin de l'internat. C'est la raison pour laquelle que la majorité font soit donc 2 ans d'assistanat, c'est l'équivalent d'un CDI, c'est-à-dire enfin d'un CDD, c'est-à-dire un contrat de durée déterminée, c'est-à-dire c'est 2 ans renouvelables maximum 2 ans, et après il faut faire le concours, sinon vous êtes au chômage, voilà. On pourrait aussi faire donc une carrière de clinica. C'est quoi le clinica en fait? C'est euh, c'est euh, c'est de en fait, c'est comme un assistant, mais qui participe dans les activités universitaires, c'est-à-dire il enseigne donc dans les cours magistraux, il participe au TD et il organise les examens. Donc c'est ça le clinica. Voilà, c'est 2 ans, renouvelable 1 an maximum. Et puis les chefs de clinique, c'est-à-dire ceux qui font le clinica, donc ils vont devenir des praticiens hospitaliers, praticiens universitaires. C'est-à-dire à la fois ils travaillent à l'hôpital et à la fois ils travaillent à l'université. Voilà. Euh, voilà, donc c'est un concours national sur dossier. Maintenant, il faut savoir que l'assistanat est facilement accessible. Par contre, pour accéder à un poste de clinica, donc il faut un master 1 minimum. Comme je l'ai déjà dit, généralement, une fois on a donc diplôme de formation approfondie en sciences médicales, c'est-à-dire à la fin de la 6e année, normalement on a l'équivalent de master 1. Normalement, ça devrait suffire pour faire un clinica, mais ça reste toujours une sorte de compétition, c'est-à-dire s'il n'y a pas assez de place euh, euh, dans un hôpital et qu'il y a beaucoup de concurrence sur les postes, dans ce cas-là, ceux qui ont fait d'autres masters complémentaires proposés par la fac, ou bien ceux qui ont fait carrément un master 2 vont avoir plus accès aux clinicas, voilà, pour devenir chef de clinique. Voilà. Sinon, si on devient directement praticien hospitalier sans passer par le clinica ou l'assistanat, dans ce cas-là, on va seulement rester au secteur 1. C'est quoi le secteur 1? Le secteur 2, le secteur 3? En fait, c'est pas des zones géographiques. En fait, il s'agit du fait si finalement tu es conventionné avec la sécurité sociale ou non. Si tu es conventionné avec la sécurité sociale, c'est-à-dire le secteur 1 par exemple, dans ce cas-là, vos tarifications au privé seront donc plafonnées à 25 euros pour le généraliste et 30 euros pour le spécialiste. Voilà.
Par contre, si vous faites un clinica ou bien assistanat, vous auriez accès au secteur 2. C'est-à-dire, oui, c'est conventionné, mais pas totalement. C'est-à-dire, vous allez pouvoir faire un dépassement d'honoraires, mais qui reste correct. C'est-à-dire, en tant que spécialiste, au lieu de fixer sa consultation à 30 euros, vous allez pouvoir la fixer à 60, voire 80 euros, par exemple. Et puis, il y a le secteur 3, c'est les médecins déconventionnés. En fait, ça concerne beaucoup plus les chirurgiens plastiques, par exemple, c'est-à-dire les médecins stars. C'est-à-dire, ils font une opération, je sais pas, à 5 000 euros, à 6 000 euros, c'est-à-dire, ils sont déconventionnés et déconventionnés. Donc, il n'y a pas de remboursement pour le patient. Alors qu'au secteur 2, il y a un remboursement qui est partiel. Et au secteur 1, il est donc totalement remboursé. Donc, c'est ça la différence en fait. Voilà. Voilà, c'est ça la différence, c'est ça l'avantage de faire un clinica ou bien un assistanat. Et la différence entre l'assistanat et le clinica, c'est que le chef de clinique participe dans les activités universitaires. Euh, Bien sûr, l'assistant, il est mieux payé que le chef de clinique. C'est paradoxal, mais c'est ainsi. Voilà. Et donc au futur, en suivant une carrière d'assistanat, vous allez devenir un praticien hospitalier, c'est-à-dire que vous allez travailler seulement à l'hôpital. Par contre, un chef de clinique pourrait devenir un praticien hospitalier, praticien universitaire, c'est-à-dire à la fois il travaille à l'université, à la fois à l'hôpital. Et bien sûr, il faut savoir qu'en France, on pourrait faire une activité mixte, c'est-à-dire à la fois travailler à l'hôpital et à la fois travailler au privé. Lorsque je dis travailler au privé, c'est-à-dire soit vous allez ouvrir votre propre cabinet privé, soit vous allez travailler dans une clinique. Voilà. Donc ça, on a dit, c'est vraiment très rare. Voilà. Sauf s'il y a un grand manque donc de médecins dans un hôpital. Pour les médecins généralistes, il faut savoir qu'ils ne travaillent pas à l'hôpital, les médecins généralistes en fait. Ils travaillent seulement au libéral. C'est-à-dire, si vous allez devenir demain médecin généraliste, vous allez forcément ouvrir votre cabinet privé ou bien vous allez faire des remplacements. Et puis, il y a les intérims. Enfin, les intérims, genre, c'est des missions. C'est-à-dire, c'est-à-dire, il y a un hôpital qui aurait besoin d'un médecin pour 15 jours. Donc, vous allez faire 15 jours dans cet hôpital. Après, vous allez chercher une autre mission. C'est-à-dire, vous allez faire une sorte de mission. Voilà. Voilà, donc par rapport aux issues possibles, c'est ce qui existe. Donc, soit assistanat, soit clinica, soit praticien hospitalier directement. Mais c'est très rare. Généralement, il faut passer par l'assistanat et le clinica pour avoir un dossier solide, pour avoir accès à un poste de praticien hospitalier ou bien praticien hospitalier, praticien universitaire. Euh, pour le libéral, généralement, c'est les médecins généralistes qui vont directement donc s'installer en ouvrant un cabinet privé. Voilà, sinon, bon, au départ, ils vont commencer par les remplacements. Sinon, par rapport au libéral, donc dès qu'on a le diplôme de spécialité, on pourrait travailler au libéral, mais en secteur 1. C'est-à-dire, si demain vous travaillez dans une clinique, euh, donc en secteur 1, malheureusement, vos tarifications seront plafonnées à 30 euros en tant que spécialiste. Et ça, c'est vraiment pas très cool. Je vous explique pourquoi. Parce qu'en fait, aux cliniques privées, comment ça marche en France? C'est-à-dire que vous êtes par exemple ophtalmo et voilà. Donc la clinique, elle vous dit, moi, chaque mois, il me faut 6 000 euros. Donc pour pouvoir faire vos gains, il faut dépasser le chiffre de 6 000 euros. C'est à partir de cela que vous allez pouvoir faire vos recettes. Donc si on n'a pas un secteur 2 pour pouvoir faire les dépassements d'honoraires, on va vraiment se retrouver en difficulté parce que c'est difficile de réaliser 6 000 euros avec 30 euros par consultation, par exemple. Et donc, si vous voulez travailler au privé, il faut vraiment être en secteur 2. C'est vraiment l'idéal. Et bien sûr, l'inconvénient donc, des cliniques privées, c'est que voilà, donc ils vous imposent un chiffre d'affaires pour pouvoir finalement réaliser des gains. Du coup, euh, si vous n'avez pas beaucoup d'expérience, vous allez vous retrouver à prescrire des examens complémentaires inutiles pour justement atteindre ce chiffre d'affaires et faire des gains. Vous allez vous retrouver à ne pas prendre le patient en charge, à ne pas prendre en charge le patient correctement euh, pour pouvoir faire vite et gagner le plus d'argent. Donc c'est un petit peu l'inconvénient. C'est-à-dire pour travailler au privé, dans les cliniques par exemple, il faut déjà être en secteur 2, c'est l'idéal, et il faut avoir de l'expérience pour aller vite. Voilà. Euh,
Sinon, il y a aussi les cabinets privés, si vous voulez ouvrir votre propre cabinet privé, mais ça demande beaucoup de ressources financières, c'est pas facile. Il faut très bien connaître la loi, c'est-à-dire il faut toujours avoir un avocat, un comptable, voilà, et le banquier à ses cheveux pour pouvoir réaliser ce projet. C'est-à-dire c'est pas vraiment facile. Donc voilà, en gros c'est ça. Donc vous terminez, soit vous faites un assistanat, un clinica ou bien PH directement, ou bien vous installez au libéral. Le libéral, c'est pas vraiment l'idéal. Parce que comme je l'ai déjà dit, pour gagner le maximum d'argent, il faut être en secteur 2. Du coup, il faut passer par l'assistanat ou bien le clinica. Et devenir praticien hospitalier directement, c'est très difficile. Du coup, enfin, pour résumer, dans tous les cas, il faut passer par soit l'assistanat, soit le clinica. Voilà, pour résumer. Euh, voilà, que vous vouliez rester à l'hôpital, que vous vouliez aller au secteur privé, il faut passer par l'un des deux, soit assistanat, soit clinica. Et bien sûr, pour pouvoir accéder à la recherche, donc il vaut mieux être un chef de clinique, il vaut mieux faire une carrière donc, de clinica. Et le Master 2, généralement, il est obligatoire pour accéder à la recherche. Sinon, vous n'allez pas malheureusement avoir accès. L'assistant pourrait faire au futur de la recherche, mais c'est très difficile d'y accéder par rapport au chef de clinique. Voilà. Vous voulez la recherche, il faut faire le Master 1. Enfin, il faut avoir le Master 1, vous allez l'avoir. Donc, il faut faire une année de recherche, une année bloquée de Master 2. C'est à partir de ce moment-là que vous allez pouvoir accéder donc à la recherche. Et bien sûr, il faut préférentiellement être un chef de clinique pour avoir plus de chances. Voilà. Donc le libéral, donc c'est les cliniques et le cabinet privé. Donc c'est selon vos préférences, selon votre spécialité. Voilà, je pense que j'ai tout abordé, hein. Voilà, normalement j'ai rien oublié. Bien sûr, comme job étudiant, je propose plutôt de travailler en tant qu'aide-soignant. Donc à l'hôpital, c'est payé 20 euros l'heure. Dès que vous auriez, c'est-à-dire vous seriez admis en quatrième année, en troisième année, en deuxième année, vous auriez l'équivalence d'aide-soignant. Du coup, vous allez pouvoir travailler à l'hôpital, vous allez pouvoir travailler dans les EHPAD, mais c'est moins payé aux EHPAD qu'à l'hôpital. Donc voilà, c'est très bien payé. Donc si vous êtes en difficulté, c'est vraiment quelque chose à conseiller. Voilà, je pense que ce sera tout. Donc là, j'ai cité quelques supports, donc les fiches codex, le Bigbook, le Matchbook, mais ça c'est pas important. Comme j'ai déjà dit, l'essentiel c'est EDNFR et Martingale. Les sources officielles, donc c'est la Haute Autorité de la Santé et les collèges, et parfois l'ISA. Voilà. Et par exemple, si de nouvelles recommandations sortent pendant la cinquième année, c'est-à-dire l'année à la fin de laquelle vous allez passer les EDM, en fait, chaque année, on donne un deadline, enfin un cut-off. C'est-à-dire, s'il y a des recommandations qui sortent à partir du mois de mai, vous n'allez pas les réviser parce que ça va pas tomber, en fait. Voilà. En fait, il faut suivre l'actualité. Des fois, une fois on s'est arrêté au mois de mars, une fois on s'est arrêté au mois de mai. Voilà, pour être plus tranquille, il faut suivre l'actualité. Voilà, donc c'est tout pour l'externat. Vous avez une idée générale, vous allez pouvoir commencer tranquillement votre externat. Pour les masters, si vous voulez faire une carrière de clinica, de chef de clinique, donc il vaut mieux faire donc, les masters proposés par la fac, ça va vous aider à avoir plus de chances d'y accéder, même si c'est-à-dire le diplôme qu'on aura à la fin de la sixième année, c'est déjà équivalent à un master 1, donc ça sert à rien de faire des masters en plus, à part si on veut gagner les points de cursus, parce qu'un master, un master 1, c'est 40 points de cursus. Sinon, si vous voulez faire de la recherche, il faut faire impérativement un Master 2. Donc, généralement, on le fait pendant l'internat. Voilà, c'est ce que font les gens. Donc, pendant l'internat, ils font le Master 2. Sinon, le Master 1, généralement, on le fait pendant la quatrième année. Et à défaut, pendant la première année d'internat. Et voilà, je pense que j'ai tout résumé. Tout est clair. Je vous remercie pour votre attention. Euh, voilà, si vous avez d'autres questions, vous allez me les poser et moi je répondrai de toute façon. Ok? Et bon courage à tout le monde.